Les arts en furent aussi grandement influencés. Boccaccio écrivait au début de son Décameron, qu'il rédigea entre 1349 et 1353, « Cette tribulation, c'est-à-dire la peste, a pénétré d'une telle épouvante le cœur des hommes et des femmes, que le frère abandonne le frère, l'oncle le neveu, la sœur le frère et souvent l'épouse son mari. Chose plus forte et presque incroyable, les pères et les mères évitent de rendre visite et service à leurs enfants, comme s'ils n'étaient pas à eux. » Décameron, recueil de 100 nouvelles, est la première œuvre de prose écrite en italien et marque la naissance du genre. Le prologue raconte comment les protagonistes se cachent dans une maison de campagne durant l'épidémie, selon un principe adopté à partir de la peste noire. Sitôt, longue, tardé, part vite, va loin et revient tard, quand surgit cette maladie. Ils occupent leur journée en se racontant les 100 histoires du recueil, car que pourraient-ils faire sinon? Les nobles et les riches manquaient rarement de prendre la fuite. Cette attitude a peut-être inspiré la nouvelle de la mort rouge d'Edgar Allan Poe, 4 siècles après. Allan Poe, lui, avait été traumatisé par la tuberculose qui avait emporté sa femme. Dans la mort rouge est décrite une maladie fictive, qui fait apparaître des taches pourpres sur les malades et fait jaillir leur sang, d'où le titre. Elle progresse en une demi-heure seulement, ce qui peut paraître un peu rapide, mais la peste noire pouvait, il est vrai, emporter une personne en une journée. En outre, l'action prend place en Italie, apparemment à la même époque que le Décameron. Le héros, le prince Prospero, se réfugie avec 1000 de ses courtisans dans une de ses abbayes fortifiées, approvisionnées et aux portes clouées de l'intérieur, le temps que l'épidémie passe. Au bout de 5 mois, et alors que la maladie au dehors sévit avec le plus de rage, Prospero donne une fête costumée. Au 12 coups de minuit, les invités remarquent soudain un convive déguisé en cadavre, atteint de la mort rouge et habillé d'un suaire. Prospero ne goûte pas la plaisanterie et veut tuer l'individu, mais il s'écroule couvert de sang avant d'avoir pu y arriver. Les autres invités tirent sur le suaire et le masque, mais il n'y a rien dessous. La mort rouge en personne s'est invitée inexplicablement tel un voleur de nuit dans l'abbaye et tue en quelques instants tous les convives. La peste écarlate de Jack London, écrit en 1924, décrit une maladie étrangement similaire. Elle est très rapide et colore la peau des victimes en rouge. En 2073, cette épidémie a décimé presque toute l'humanité. Dans l'araignée noire de Jeremias Gottlieb en 1901, Satan envoie des araignées envahir un village suisse qui propage la peste par piqûre. Impossible dans les faits, mais Satan et les modes de propagation peu orthodoxes ne semblaient pas être hors de portée pour une infection aussi terrible. Edgar Allan Poe, lui toujours, racontera dans Le Roi Peste comment, dans un quartier de Londres muré pour éviter la contagion, une cour va s'organiser avec la maladie organisée en créatures étranges. Quant à La Fontaine, il écrivit Les animaux malades de la peste, qui commence ainsi. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel dans sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait pas d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nullement n'excitait leur envie, ni loup ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Vous voyez toujours cette idée du châtiment divin. Il n'y eut pas que la littérature. Dans la catégorie graphique, on compte aussi les danses macabres. Il s'agit de ce motif de mort dansant avec des vivants, représenté à l'abbaye de la Chaise-Dieu ou le long d'un des murs d'enceinte, celui du Charnier des Lingères, du cimetière des Saints Innocents à Paris, détruit depuis. Un motif très présent du XIVe au XVIe siècle, pas de hasard donc. L'art macabre avait pour but principal de rappeler la fugitivité de la vie et que tout le monde est égal devant la mort. Mais cette habitude de représenter ensemble vivants et trépassés avait sans doute un rapport avec le fait que, durant l'épidémie, les vivants croisaient sans le savoir de futurs condamnés potentiels. La danse des morts s'est depuis exportée dans la musique. Angelo Branduardi, le troubadour des temps modernes, chantera en 1979 le bal en fa dièse mineur à propos de la mort des hommes.
le moine Duclim, avant de succomber à la peste noire, écrivit qu'il laissait blanches les dernières pages de son journal si les derniers fils d'Adam survivaient et pouvaient les remplir. En effet, l'anéantissement complet de l'humanité est une perspective qu'on avait redoutée au pic de l'épidémie, les morts surpassant en nombre les vivants. En fait, certains romanciers modernes ont depuis imaginé des histoires dystopiques, où l'Europe se retrouve effectivement vide d'habitants suite à la peste noire. Dans certains récits, le continent est ensuite colonisé par des peuples arabes ou asiatiques. Les récits dystopiques ont de toute façon tendance à nous décrire soit un monde ravagé par un holocauste nucléaire, à cause de la peur de la guerre froide, soit par une épidémie, ou par les deux, comme dans Fallout et Fido. Peut-être inspiré en partie par des épidémies plus récentes comme la grippe espagnole par exemple. Ou, oui, la dernière qui vient de se produire donc. Et puis le thème de la danse macabre, ça vous a pas rappelé quelque chose? Les morts qui sortent de la tombe, qui s'attaquent aux vivants et qui fuient en se demandant s'ils ne seront pas les derniers. Ça ne serait pas proche du thème de l'invasion zombie par le plus grand des hasards? Le zombie originel était en fait au début qu'un vivant envoûté à la volonté soumise au bokor, aux sorciers dans la tradition vaudou. Quand donc s'est-il transformé en mort-vivant avec peu de conversation? En 1968, George Romero réalise La Nuit des morts-vivants, où le nom du zombie est attribué pour la première fois au revenant en question. Depuis, le zombie du cinéma n'a plus rien à voir avec la tradition vaudou. Les zombies modernes sont contagieux par leur morsure, et si leur origine est expliquée, il s'agit bien souvent d'un virus, comme dans The Walking Dead ou 28 jours plus tard. Évidemment, nos cinéastes modernes n'ont pas attendu l'année dernière pour faire tous ces films. Et leur source d'inspiration n'est pas la Covid. Mais ça ne peut pas non plus être la peste noire qu'ils n'ont pas connue, pensons-nous. Eh bien en fait, le trauma induit par celle-ci a sans doute imprimé le cerveau reptilien des Européens, c'est-à-dire une sorte de conscience collective qui se transmet à la descendance. Outre que la contagion zombie est rapide et que le nombre de morts surpasse vite celui des vivants, ceux qui survivent sont ceux qui suivent l'adage sitôt, longué, tardé. Les survivants d'une invasion zombie, souvent confinés derrière des murs, se demandent s'ils ne seront pas les derniers êtres humains, abandonnant littéralement la planète aux morts. Dans le livre et le film Je suis une légende, le héros est effectivement le dernier humain, au détail près que les morts-vivants qui ont ici envahi la Terre sont des vampires. Dans Nosferatu, en 1922, on établissait déjà un parallèle entre la présence du vampire et une épidémie de peste. Même pour les scénaristes modernes, l'apparition de nouvelles maladies faisait donc toujours craindre que les mêmes conséquences ne se produisent. Et l'on parlait de virus ravageurs et rapides dans les œuvres de fiction bien avant la Covid-19. En 1981, le virus du sida, alors appelé cancer gay, est identifié pour la première fois. Au début, le mode de transmission est également mal connu, et à l'inverse de la peste, il est minimisé. On croyait que seuls les gays pouvaient en être victimes, jusqu'à ce que d'autres malades qui se croyaient à l'abri se révèlent. Identifier les vraies transmissions possibles, c'est-à-dire le sang, le sperme et le lait maternel, va être long et toutes sortes de spéculations auront eu lieu entre-temps, expliquant que, aujourd'hui encore, certains croient que la transmission est possible par la salive, l'usage des toilettes, en touchant de l'argent, etc. Lors de l'acmé du sida en 1988, on pouvait compter une victime célèbre par semaine. Rock Hudson, Isaac Asimov, Thierry Le Luron, Jacques Demy et Freddie Mercury, pour ne citer qu'eux. S'ensuivit une psychose, basée sur la crainte de voir la maladie progresser au même rythme et les spots de prévention de se multiplier. Parmi ceux-ci, un spot australien de 1987 usera de la faucheuse façon de danse macabre, même si, ici, il est plutôt question d'un jeu. Des faucheuses sont vues en effet en train de jouer au bowling avec des gens en guise de quilles, tandis que la voix off conclut sans appel que l'épidémie du sida, en progressant au même rythme, finira par tuer plus d'Australiens que la Seconde Guerre mondiale. Un risque tout à fait plausible quand on se souvient de la peste noire en effet. Bref, ne regardez pas ça avant d'aller vous coucher. Dans les faits, la prévention puis les trithérapies freineront la progression du sida. Mais la peur de la pandémie était quand même toujours prête à ressurgir. Le virus Ebola, découvert en 1976,
pouvait apparemment incarner une telle pandémie car la maladie est souvent fatale en seulement 4 jours. Mais justement, cette vélocité fait que les contaminés ne peuvent pas aller bien loin et les épidémies ont toujours été limitées au continent africain jusqu'ici. Le vaccin encore inexistant et les mutations agressives du dit virus font qu'Ebola était souvent dans les scénarios catastrophes, à l'origine de la nouvelle pandémie pouvant menacer l'Occident. Mais ça, c'était avant. Vous voyez parfaitement où je veux en venir. On a réalisé depuis qu'une variante apparemment de la grippe pouvait totalement paralyser l'Occident, même si tout le monde n'en mourrait pas forcément. Mais la lenteur de la contagion y était pour beaucoup. Aujourd'hui, je ne serais vraiment pas étonné d'observer une résurgence de l'invasion zombie, qui aurait pour point de départ un virus apparemment des plus anodins arrivé sur le territoire exactement de la même manière que la Covid. Enfin, c'est à la grande peste noire, toujours, qu'il faut attribuer l'hygiène corporelle déplorable des siècles suivants. On connaît la propreté sous l'Antiquité, globalement respectée avec des établissements de bains et des thermes ouverts à tous. Au Moyen-Âge, il fut remplacé par les étuves, et ce fut dans une certaine mesure une période du beau et du propre. Mais outre que les étuves devinrent de plus en plus des sortes de lupanards, avec la peste se posait la question de cette inexplicable contagion. On en vint à suspecter l'eau, et l'eau chaude en particulier, de rendre le corps trop perméable à la maladie en ouvrant les pores. Les étuves fermèrent, et du XVe au XVIIIe siècle en Europe, la toilette devint sèche, se réduisant à changer de linge de corps et de s'asperger de parfum. C'est une commande. Partout ailleurs on se lave de façon classique à cette époque. Preuve que l'Europe, parce que touchée par cette maladie, a réagi de cette manière particulière. D'autant que la peste connut des résurgences régulières jusqu'au XVIIIe siècle. Et pourtant, la peste bubonique avait eu des conséquences positives. Si, je vous l'assure. Tout d'abord, la chute démographique, et ça qui l'eût cru, précipitera celle du système féodal et du servage, forcément. La disparition de près de 50% des gens aboutit à une raréfaction de la main-d'œuvre. Les serfs, qui jusqu'ici avaient besoin de l'autorisation de leur seigneur, ne serait-ce que pour changer de lieu de vie, purent se mettre à exiger des salaires plus élevés. En un siècle, le servage fut de l'histoire ancienne, avec des gens libres travaillant sur des terres louées aux seigneurs. Les grands drames aboutissent parfois à une forme de nihilisme et de pessimisme chez les survivants qui ont vu ça de près. Mais d'autres, au contraire, y voient une chance dans le simple fait de survivre, et se mettent à profiter de l'existence car elle aurait pu leur être arrachée, expliquant par exemple les années folles qui ont suivi la Première Guerre mondiale et les 30 glorieuses qui ont suivi la Seconde. La Renaissance qui suivra la peste noire sera une époque de réformes religieuses, oui, mais aussi une recherche de bonheur terrestre, d'où le terme de Renaissance. Passer du tout spirituel au plus matériel porte le nom d'humanisme, c'est-à-dire centré sur l'humain. Les arts plastiques, la littérature, les sciences et les explorations, la découverte de l'Amérique entre autres, connaîtront un formidable essor. Non pas que la peste avait disparu, elle connaîtra jusqu'au XXe siècle des résurgences régulières en Europe, même si, la panique aidant, on sera prompt à appeler pestilence toute maladie suspecte, de la sorte que certaines épidémies n'auront en réalité rien à voir. Cet excès de prudence sera toutefois profitable, les épidémies de peste suivantes n'atteignant jamais le nombre élevé des morts du XIVe siècle en Europe. À Londres en 1665, par exemple, le grand incendie de l'année suivante d'ailleurs détruisit les foyers infectieux. Ou durant la peste de Marseille en 1720, on parviendra à circonscrire la maladie à la Provence, même si on dénombrera jusqu'à 1 millier de morts par jour. Il est temps d'ailleurs de tordre le cou à un lieu commun. Le costume des médecins de peste à bec d'oiseau sera mis au point durant les épidémies du XVIIe siècle et non durant la Grande Peste. Finalement, en France, les dernières personnes atteintes seront des chiffonniers parisiens des années 1920, si on ne compte pas les colonies de l'époque comme le Maroc et l'Algérie, atteints après la Seconde Guerre mondiale et dont un roman de 1947 d'Albert Camus garde le souvenir. Fun fact, il connut une résurgence de ses ventes au printemps 2020. Je vous laisse deviner pourquoi.
Toutefois, à cette époque-là, l'antidote existait déjà, mis au point en 1894 par Alexandre Yersin. D'autres épidémies, comme la tuberculose ou le choléra, ont pu atteindre l'Europe à cette époque. Pourtant, ce fut bien la grande peste noire qui devait frapper durablement les esprits et entrer dans le langage courant. Quand nos ancêtres exclamaient « la peste soit de machin », eh bien c'était vraiment pas une malédiction en l'air. Aujourd'hui encore, si vous avez déjà traité une fille de petite peste, ce n'était sûrement pas un compliment. On a, à juste titre, surnommé le nazisme la peste brune. Et sans doute avez-vous déjà eu à choisir entre la peste et le choléra, car le choléra avait dévasté l'Europe à plusieurs reprises au XIXe siècle. N'avez-vous pas déjà fui quelque chose comme la peste? Pester pour râler après quelque chose? Ou traiter quelqu'un en pestiféré? J'ajouterai que Peste Noire est le nom d'un groupe français de métal. Bien qu'éradiquée depuis plus de 100 ans dans le monde occidental, la peste a suffisamment impressionné nos cerveaux reptiliens pour nous venir à l'esprit dès qu'une épidémie grave est évoquée, notamment dans la fiction, même actuelle, mais aussi, on l'a vu, dans le monde réel. La mémoire collective de cette épreuve, d'après certains chercheurs, serait même à l'origine de la phobie des rats chez ceux qui en souffrent. Donc, nous devons bien plus qu'une baisse démographique à la grande peste. Les fondements de notre société moderne, sûrement, pas moins, via les variations et déplacements démographiques, les questionnements des humains, les baisses et les montées de morale. Plus quelques motifs iconographiques de la culture populaire et quelques expressions aussi. Si elle ne dure que 2 ans, je ne vois pas l'épidémie de la Covid-19 marquer autant le monde. Pas plus, par exemple, que celle de choléra au XIXe siècle. Mais elle changera forcément ceux qui l'ont vécu. Qu'avez-vous changé, vous, imprudents mortels, depuis l'année dernière? Ne voyez-vous pas la vie différemment depuis que vous savez que vous pouvez être privé de liberté à tout instant? J'espère que cette histoire vous aura intéressé, vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez les liens en description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudents mortels.